Tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Les sujets que nous allons traiter ne sont pas une nouveauté pour le mouvement syndical. Si je me contente de la courte histoire de la FSU, je rappellerai pour mémoire que le premier secrétaire général de la FSU, Michel Deschamps, faisait partie des personnalités qui étaient à l'église Saint-Bernard pour essayer d'empêcher l'évacuation des sans-papiers à l'époque. Et je rappellerai que depuis, je crois, 1997, la CGT, FSU et Solidaire ont initié un stage annuel femmes, qui a donné lieu d'ailleurs à la publication il y a 3 ans d'un gros livre, Toutes à y gagner, dont certains des co-auteurs sont présents ici. Il faut dire peut-être co-autrice, je ne sais jamais s'il faut dire co-auteur ou co-autrice. Les questions n'est pas nouvelle, mais ces questions ont pris une dimension et une place inédite dans le débat public dans notre pays et dans le monde aujourd'hui. Et c'est ça qui est sans doute intéressant. Cette place inédite fait débat. Et ces questions que nous allons traiter font partie des questions qui fâchent sans aucun doute. Il y a un débat scientifique dans le monde de la recherche. Hier, Christian Laval a évoqué, par exemple, le fameux livre de Stéphane Beau et Gérard Noiriel. Ce débat, il est légitime. On peut penser ce qu'on veut des fusions, on peut discuter, mais là, le débat est légitime. Mais à côté de ce débat, et prenant prétexte parfois de ce débat, s'est développée ces temps-ci une véritable chasse aux sorcières d'essence macartiste ou stalinienne, on peut utiliser l'un ou l'autre terme, où dès que certains mots sont prononcés, cela provoque un déluge d'attaques, de volonté d'interdiction, et le fameux islamo-gauchisme rendu populaire par des ministres et des gens qui, à un moment donné, s'affichaient de gauche. Ce terme symbolise cette démarche. Dans notre table ronde, nous n'avons pas l'intention d'entrer dans la polémique. Ce dont nous allons discuter, c'est finalement qu'est-ce que signifie pour le syndicalisme en termes de réflexion, en termes de pratique, en termes d'alliance, la bataille contre toutes les formes de domination qui s'articulent entre elles, comme l'a évoqué, je crois, Karel Lyon hier dans son intervention. Domination sociale, domination patriarcale, domination coloniale, par exemple. Mais je crois que si nous avons choisi 2 sujets seulement, féminisme et antiracisme, qui sont assez énormes et qui auraient pu chacun faire l'objet d'un débat spécifique, cette problématique s'applique à l'ensemble des formes de domination. On peut penser aux dominations culturelles, linguistiques, dans le débat, sur lequel le débat a été relancé par la loi Molac et la censure de la loi Molac. On peut penser aussi à toutes les problématiques LGBTQI, etc. Dans cette perspective, nous allons avoir 4 interventions. On a choisi de commencer par 2 interventions qui vont essayer d'éclairer un peu le problème. Josiane Dragoni, qui est membre de l'Institut de recherche de la FSU, qui est historienne, qui participe au chantier Femmes, Savoir, Pouvoir et surtout qui est, avec Jean-Michel Drevon et Alain d'Alençon, une des 3 coordinatrices du livre sur l'histoire de la FSU, va nous proposer un regard historique sur féminisme et syndicalisme, mais en même temps, je crois qu'elle va ouvrir des perspectives. Alain Policard, qui est chercheur associé à Sciences Po et qui fait partie, avec d'autres gens prestigieux, des cibles de la polémique et des attaques que j'évoquais, va traiter de l'intersectionnalité pour essayer de montrer, d'éclairer ce que sont à la fois ses valeurs, son intérêt et ses limites.
Et puis, nous aurons deux syndicalistes qui parleront en tant que syndicalistes. Les précédents sont aussi syndicalistes, mais parleront en tant que chercheurs. Deux syndicalistes. D'une part, Sigrid Gérardin, qui est secrétaire générale du SNUEP-FSU, mais qui est là en tant qu'animatrice du groupe femmes de la FSU. Et Muriel Gilbert, qui est une des co-porte-parole du groupe Solidaire, mais qui a aussi beaucoup travaillé sur les questions du féminisme. Sigrid, on a convenu, accentuera plus son propos sur les questions féminisme. Muriel élargira aussi aux questions de l'antiracisme. On est à 3 minutes au-delà de l'heure de début, donc je vais donner la parole à Josiane. Chacun des intervenants aura 15 minutes maximum. Et ensuite, comme hier, on pourra répondre, essayer de répondre aux questions et remarques que vous pouvez faire en utilisant le bouton Q et R qui est en bas de votre écran. Alors, concernant le syndicalisme et le féminisme, on peut observer que dans les mobilisations qui ont rythmé la dernière décennie, en France et au niveau mondial, le rôle des femmes a été manifeste. Symbole parmi tant d'autres, les Rosies contre la retraite à points ou les femmes en Tunisie ou en Égypte lors du printemps arabe. Décidément, l'aspiration de l'humanité à l'égalité, à la liberté, à la démocratie parcourt le monde, suscitant sans surprise de puissants contre-feux adverses. Dans le sillage de MeToo et de Black Lives Matter, un nouveau paradigme s'invente, renouvelant en profondeur la question sociale. Quelques pistes de réflexion que je donnerai en deux temps. Le premier concernera les relations entre le syndicalisme et le féminisme, pour élargir dans la deuxième partie et interroger le nouveau paradigme d'émancipation. Sur le premier point, les relations entre le syndicalisme et le féminisme ont profondément évolué, même si cette évolution est aujourd'hui encore inaboutie. Sur la question de l'égalité homme-femme, le syndicalisme a profondément modifié ses approches, notamment à partir des années 1990. On a souvent oublié que le mouvement social de 1995 s'est ouvert avec une immense manifestation féministe. L'intersyndicale femmes, CGT, FSU et Solidaire, qui en a résulté, travaille toutes ces questions depuis 1997, notamment, mais pas seulement, lors d'un stage annuel à la participation très fournie. Cette intersyndicale a par exemple produit un travail sur les femmes et les retraites en 2003, permettant au syndicalisme la prise en compte des inégalités de sexe en ce domaine. Au secteur femmes, à la FSU, on travaille notamment avec des études précises à l'appui sur le double plafond de verre, syndical et professionnel. La structure de la fédération, en effet, demeure majoritairement masculine, alors que son champ de syndicalisation est majoritairement féminin. Sur le plan professionnel, malgré le statut de la fonction publique, supposé assurer l'égalité, l'escalator de verre pour les hommes, à savoir des parcours de carrière plus favorables, plus rapides, conduit à de grandes différences. Un chiffre parmi tant d'autres, dans l'enseignement supérieur, 45% de femmes parmi les maîtres de conférences, mais 27% parmi les professeurs. Bien d'autres sujets, naturellement, sont travaillés. Sur le plan éducatif, par exemple, où la mixité récente dans le second degré n'a pas entraîné l'égalité. D'ailleurs, les filles réussissent mieux que les garçons, en apparence, mais les filières et les diplômes demeurent fortement sexuées et les inégalités redoublent lors de l'insertion dans le travail. Sur ces sujets, les textes de congrès sont parfaits. Pourtant, ils n'irriguent pas véritablement
le cœur de l'activité syndicale, même si la prise de conscience de chacun et chacune est rapide en relation avec la déferlante MeToo. Pour quelle raison? Le rendez-vous manqué entre le féminisme et le mouvement ouvrier, dès le XIXe siècle, est un élément majeur d'explication. J'y reviens rapidement. Le mouvement ouvrier a eu des relations difficiles, dirons-nous, avec le féminisme. Il y a eu au XIXe siècle le refus du salariat féminin ou l'opposition à la syndicalisation. Puis le syndicalisme a renvoyé au rang des questions secondaires les inégalités sexistes. L'égalité adviendrait après la prise du pouvoir. C'était considérer le féminisme comme facteur de division du salariat et la liberté individuelle comme une entrave à la lutte des classes. C'était confondre individualisme et processus d'individuation. Le mouvement ouvrier a porté l'égalité, oubliant la liberté. Dans les années 1970, le mouvement féministe impose son tempo politique et social parce qu'il est devenu autonome. Sans doute, l'antiracisme aujourd'hui est-il à son tour en train de suivre le même processus? Parce qu'il y a un rapport étroit entre féminisme et antiracisme, depuis toujours, dirais-je, en tout cas depuis le XVIIIe siècle, où l'anti-esclavagisme est concomitant à l'expression d'une pensée féministe. Les nouvelles idées promues par le mouvement des Lumières, et notamment la liberté et l'égalité, supposent l'abrogation de la servitude, tant pour les esclaves que pour les femmes. C'est la vision universaliste d'une commune humanité portée par les féministes, Condorcet ou Olympe de Gouges, qui s'impose progressivement. Jeanne de Rouen, qui fut pour le misogyne Proudhon un cauchemar, demandait, se présentant aux élections en 1849, l'abolition de tous les privilèges de sexe, de race, de naissance, de caste et de fortune, soit une vision déjà intersectionnelle. Alors ces questions sont-elles des questions sociétales? Depuis les années 1970, les mobilisations se diversifient autour d'enjeux spécifiques, féministes, LGTB, environnementaux. Ces nouveaux mouvements sociaux, autour de questions donc sociétales, ont obtenu des avancées importantes, le droit à l'avortement, la parité, le PACS, le mariage pour tous, malgré de très fortes oppositions conservatrices. Car le néolibéralisme tolère les évolutions sociétales dès lors qu'il réussit à les séparer de la question sociale. Par exemple, en détournant le principe d'égalité pour lui substituer celui de la diversité, voire en mettant en œuvre le principe de non-discrimination tout en veillant soigneusement à ne pas bouleverser l'ordre social. Aujourd'hui, le moment MeToo est assurément un basculement d'importance. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, mais aussi d'hommes dans les manifestations et sur les réseaux sociaux. Une véritable insurrection mondiale contre les violences sexistes et sexuelles. Peut-être une véritable révolution anthropologique. À tout le moins, une remise en cause radicale du patriarcat qui libérerait autant les femmes que les hommes. Certes, les freins sont puissants. Le dernier en date, la France ratifie la convention de l'OIT sur les violences et le harcèlement au travail, mais le gouvernement n'entend nullement modifier sa législation actuelle, largement insuffisante sur le sujet. Alors, relier, réunir le social et le sociétal,
Explorer aussi pour le syndicalisme de nouvelles voies de transformation sociale, ce qui suppose assurément d'affronter quelques questions bien difficiles. Quel nouveau paradigme face au choc des identités? C'est mon deuxième temps. Il est déjà à l'œuvre dans les mobilisations. Ces luttes protéiformes sont à la fois sociales, féministes, antiracistes, écologiques. Elles bousculent les différents types de domination qui sont toutes étroitement imbriquées. Tirer tous les enseignements de la puissance transformatrice du féminisme aiderait à avancer. Un ouvrage récent en synthétise avec brio l'histoire et le sens. Ne nous libérez pas, on s'en charge. Première piste, faire éclater la polarisation des débats enfermés dans le choc des identités en ouvrant le troisième pôle, celui de l'émancipation. Peu de doute que la guerre culturelle ait atteint un niveau paroxystique. Les guerres culturelles jouent sur les affects. Elles sont destinées à polariser le débat, à l'enfermement dans des controverses inextricables. Un vieux ressort de l'extrême droite dont les idées triomphent alors. Le confusionnisme règne en maître. Philippe Corcuff le définit ainsi: c'est le nom actuel de la désagrégation des repères politiques stabilisés autour du clivage gauche-droite et le développement de passerelles discursives entre extrême droite, droite, gauche modérée et gauche radicale. Comme le dit Alain Soupiot, l'État social et la démocratie sociale ont permis de subsumer les identités plurielles par de puissants mécanismes de solidarité qui engageaient tous les hommes et les femmes d'un même territoire dans une communauté de destin. Mais le néolibéralisme dynamite les solidarités et fait disparaître la justice sociale de l'horizon politique. Privée de fondements démocratiques, l'aspiration à la justice sociale ressurgit, mais les solidarités se recomposent sur des bases identitaires, ethniques et religieuses, ce qui explique les évolutions du mouvement antiraciste qui divise également aujourd'hui le mouvement féministe. De la fabrication du problème musulman à la mise en avant de l'identité nationale par Sarkozy au séparatisme, la filiation est évidente. Les bifurcations de la gauche dans les années 80 sont notables sur la sécurité, sur la transformation des travailleurs immigrés en beurre, notamment. Fonctionnant en miroir, les blocs identitaires tendent à se substituer à la question sociale, même si la victoire des femmes de l'Otalibis de Batignolles raconte une autre histoire. Le bloc déterminant est celui de tous les conservatismes, réunis autour de notions dévoyées de la République, celle de la laïcité transformée en religion civile. Ce républicanisme conservateur, c'est celui qui a écrasé les ouvriers insurgés en juin 1848 ou la Commune en 1871. C'est celui qui considère que la République se limite à l'élection de représentants, un exercice poussé à l'extrême par le macronisme. À l'opposé, les ouvriers de 1848 portaient la liberté et l'auto-organisation du travail, à savoir la République démocratique et sociale. L'enjeu aujourd'hui est bien de réinventer cette République démocratique et sociale, écologique et féministe du XXIe siècle et de rassembler en une commune humanité tous les dominés. C'est la deuxième piste, un universel féministe et antiraciste. On sait que l'Europe des Lumières et son universalisme sont aujourd'hui mis en cause, notamment par la mouvance décoloniale, dans le champ académique et dans le champ militant. Voilà quelques rappels pour bousculer ce face-à-face mortifère et le roman national. Si la Troisième République produit des avancées majeures, le solidarisme, l'école gratuite et obligatoire, la laïcité, elle a instauré en même temps un empire colonial. Elle justifie la colonisation au nom de l'universalisme et de sa mission civilisatrice. Elle instaure la différence et la différenciation entre blancs et populations extra-européennes. Elle institue l'inégalité des races. Sans oublier qu'au nom de la laïcité, elle muselle le féminisme,
refusant avec une grande constance l'adoption du suffrage universel. Les peuples colonisés se sont libérés eux-mêmes. La droite a tenté en 2005 encore d'imposer dans les programmes scolaires le rôle positif de la colonisation. La même année, les émeutes de banlieue révèlent une jeunesse discriminée, enfermée dans des espaces ségrégés où l'universalisme n'a pas droit de cité. La soif d'égalité et de liberté n'a pas disparu, ni dans les pays du Sud, ni parmi les immigrés et leurs descendants. Au sein des universités se sont développées des études postcoloniales et décoloniales. Faudra-t-il les ignorer, y compris si on a des désaccords avec leur usage militant? Pour sortir du piège actuel, les points d'appui sont innombrables, notamment pour renouer avec un universel qui ne sera plus celui de la République coloniale. Aimé Césaire parlait d'un universel de tous les particuliers. Étienne Balibar évoque finalement un universel à construire, en y incorporant les différences et les singularités. L'universel n'est jamais donné, c'est toujours une construction. Une invention démocratique qu'il faut chercher de nouvelles solutions à l'opposé de toute pensée à surplomb. Un universel qui évolue grâce aux contestations des exclus, femmes, ouvriers, colonisés. Il ne saurait jamais être un terme de la lutte, mais plutôt le lieu même de la lutte. Pour un 21e siècle écologique, féministe et cosmopolite, en somme, assurément, pour conclure, pour les forces d'émancipation, une révolution conceptuelle, mais une révolution déjà en cours. Je renvoie aux luttes intersectionnelles dont Carl Lyon nous parlait déjà hier, ce qui suppose également de repenser la question du partage des tâches au niveau politique entre syndicats et partis, à repenser de nouvelles formes démocratiques appuyées sur le travail, lequel doit être aussi libéré pour en finir avec l'exploitation de l'humain et de la nature. Au fond, refonder la première et la deuxième besogne. Merci Josiane, c'était très bien, aussi bien sur le fond que sur le temps. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Alain Policard. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran. Comme je ne suis pas un as de la technique, on va voir si ça marche, puisque j'ai un petit PowerPoint. Il ne se passe pas grand-chose là, apparemment. Hein. Si, apparemment, ça a l'air d'aller. Attendez. Cliquez sur écran partagé. Voilà, j'y suis. Voilà. C'est bon. C'est bon, ça marche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien, donc, merci. Josiane a largement évoqué des problèmes que je souhaiterais moi-même maintenant évoquer, et dans un esprit qui est tout à fait conforme à ce que je vais essayer de dire. Donc, je vous présente le plan de l'exposé. D'abord, très rapidement, la position du problème. Puis nous verrons en première partie ce qu'on appelle la théorie critique de la race. En seconde partie, les principes fondamentaux de l'intersexualité. En troisième partie, ce sont des parties très brèves, rassurez-vous, je vais respecter le temps, j'espère. L'opposition entre intersexualité et consubstantialité. Et je conclurai sur les avantages d'une analyse matérialiste. Donc, position du problème, la question que je souhaite poser, donc, c'est de savoir quel est le rôle que joue la théorie intersectionnelle dans la prise en compte des discriminations. Et donc, comme je l'ai suggéré, malgré sa domination académique, est-ce que c'est véritablement la meilleure approche possible? La théorie critique de la race, c'est une théorie qui a vu le jour aux États-Unis, notamment grâce à Derrick Bell, qui est un Afro-américain, le premier auteur afro-américain recruté à l'école de droit de Harvard. La question que pose Bell revient à se demander pourquoi le système juridique américain n'a pas été le rempart attendu contre la domination de la majorité blanche. Et il se demande s'il ne faut pas envisager l'hypothèse que le droit, finalement, plutôt que de combattre l'ordre racial, n'est pas en réalité l'instrument de sa perpétuation. Il appartient, d'Eric Bell, à l'aile radicale de ce qu'on nomme la théorie critique de la race, selon la dénomination
qu'en a fait quelqu'un qu'on va retrouver dans un instant, Kimberlé Crenshaw, qui est donc celle à qui l'on doit le concept d'intersexualité. Et ce n'est évidemment pas une coïncidence. Donc pour cette théorie critique de la race, le droit exprime les intérêts de la majorité blanche, autant d'ailleurs sur le plan économique que sur le plan politique, autant sur le plan interne que sur le plan international. Il y a sans doute, on l'a fait remarquer, une sorte d'aspect paradoxal dans l'analyse d'Eric Bell, puisque, au fond, il s'agit d'extirper le racisme du droit, tout en se servant du droit pour le combattre. Mais au-delà de ce paradoxe, le courant théorique s'intéresse, et c'est ça qui est extrêmement important, qui est en résonance avec ce qu'a dit Josiane il y a un instant, s'intéresse à la parole des subordonnés, et donc, au fond, dénonce l'idée que le droit parlerait le langage de l'objectivité. La normativité juridique tendrait, selon Bell, à reproduire la norme blanche et corrélativement à renvoyer les non-blancs à leur perpétuelle altérité. Le droit positif contribue fortement, par conséquent, selon l'analyse de Bell et de ce courant théorique, à créer le problème racial en inscrivant dans la réalité sociale une logique d'opposition entre eux, les non-blancs, et nous. De surcroît, il nourrit la croyance en la valeur intrinsèque de la catégorisation raciale. Donc, face à cette essentialisation par le droit, une partie des auteurs se rattachant à cette même école de pensée, car il y a évidemment au sein de l'école un certain nombre de nuances, a mis l'accent sur la complexité des configurations identitaires et alerté contre la construction d'une fiction, le noir, entre guillemets, donc, inattentive à la pluralité des appartenances et, dans cette optique, par conséquent, a refusé d'ignorer l'importance de la variable raciale, mais tout en considérant que ce n'était pas le seul facteur déterminant des relations sociales. Donc la théorie critique de la race va de fait chercher à concilier une critique du droit en termes de classe et en termes de race. Et c'est là où nous rencontrons par conséquent la théorie intersectionnelle. Je vais donc énoncer ces principes fondamentaux parce qu'ils sont souvent, Gérard y a fait allusion, présentés par ceux qui ne lisent pas les textes et qui préfèrent les polémiques. Il a dit qu'on n'en parlerait pas, mais enfin, effectivement, sur cette question-là, la polémique, l'amalgame est extrêmement présente, hélas. Bon, il ne fait pas de doute, évidemment, pour la majorité des auteurs qui se penchent sur les questions de discrimination, que les discriminations de race, de genre, de classe sont des discriminations qui se cumulent en quelque sorte. Mais pour en rendre compte, la notion que propose Kimberlé Crenshaw en 89, donc cette notion d'intersexualité, est devenue très rapidement une sorte, et ça peut avoir des inconvénients bien sûr, une sorte de sésame explicatif, puisque pensée comme un outil de la domination, elle va chercher à juste titre, et c'est là tous les avantages de cette analyse, elle va chercher à rompre avec ce qu'on appelle les approches analogiques, c'est-à-dire le sexisme, par exemple, pensé sur le modèle du racisme, ou des approches additives, des approches où on se limite sans théorisation à énoncer le cumul des discriminations. Donc, pour expliquer la complexité des relations de pouvoir, il conviendrait de prendre en compte les influences réciproques de la race, du genre et de la classe. Évidemment, réciproque est un terme assez peu précis, mais tout de même qui montre l'idée qu'il y a ici un système, finalement, et c'est ce point d'ailleurs qui est toujours mal compris dans les débats contemporains, enfin les débats d'aujourd'hui.
Kimberlé Crenshaw, donc, est une juriste, je l'ai écrit sur le PowerPoint, a pensé cette notion en constatant que les juges américains ne reconnaissaient pas les spécificités des discriminations subies par les femmes noires et ne pouvaient pas, par conséquent, leur accorder une protection particulière. C'est-à-dire qu'on pouvait reconnaître des discriminations subies en tant que femme, très modérément, il faut bien le dire, ou en tant que noire, tout aussi modérément, mais l'idée de reconnaître la spécificité des discriminations subies par une femme noire n'était pas prise en compte par le droit. Et donc, il faut, dit Crenshaw et les auteurs de ce courant-là, il faut mettre en place des actions compensatoires. Je précise que ce terme-là me paraît préférable à celui de discrimination positive, même si, bien souvent, on n'arrive pas à se débarrasser de ce concept, mais le mot d'action compensatoire dit bien ce qu'il veut dire. Il montre aussi le caractère éventuellement temporaire de ces actions pour que donc soient prises en compte les spécificités de ces discriminations. Or, en France, et là aussi Josiane y a fait allusion lorsqu'elle a parlé du républicanisme et de ses différentes modalités, capables de penser le solidarisme tout en étant compatible en quelque sorte avec le fait colonial. L'universalisme républicain, donc bien souvent en France confondu avec l'uniformité, s'oppose à la reconnaissance de ces discriminations particulières. Et leur considération a été assez tardive, puisqu'elle s'est faite finalement, là aussi en parlant de néolibéralisme, Diane l'a dit, elle s'est faite par la promotion d'un discours entrepreneurial sur la diversité. On va finalement utiliser la diversité aux fins de la rendre en quelque sorte acceptable par le système économique. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, outre-Atlantique, l'intersexualité n'a pas perdu cette idée d'outil critique. Donc l'intersexualité, dans sa nouveauté, se veut donc une praxis critique orientée vers la justice sociale, notamment en accordant une extrême attention au phénomène de marginalisation. Une juste estimation de ces apports théoriques doit tenir compte tout de même de son héritage marxiste, car ça c'est souvent oublié par un certain nombre d'auteurs, à travers notamment ce qu'on appelle le black feminism, le féminisme noir américain, dont le projet d'émancipation emprunte au vocabulaire de la lutte des classes, notamment un manifeste qui est un manifeste de 79 assez connu, qui s'appelle le Combahee River Collective, qui est, dont le vocabulaire et les orientations sont profondément matérialistes. Donc il faut regarder avec une très grande circonspection les attaques qui visent à disqualifier l'approche intersectionnelle en la présentant comme une simple mode intellectuelle. La critique donc que nous allons essayer d'en faire dans la partie suivante se désolidarise sans ambiguïté de celle venue du printemps républicain, qui n'a de printemps que pas grand-chose de nouveau, mais qui en fait est un discours profondément réactionnaire, ou de l'Observatoire des colonialismes récemment fondé et qui est peut-être encore pire que le printemps républicain. Donc l'analyse qu'on va en faire va se fonder sur l'attention prédominante au fur et à mesure de son institutionnalisation, j'y arriverai, académique, et du fait qu'elle a accordé, au fur et à mesure donc de ce processus, aux questions de genre et de race, une attention prédominante en risquant de ne plus remplir en quelque sorte le rôle qui lui a été assigné, c'est-à-dire d'être un instrument de dévoilement des rapports d'exploitation. Et c'est pourquoi il est nécessaire de la confronter avec l'analyse qu'on cite, hélas, moins souvent, l'analyse qui est connue sous le nom de consubstantialité. Donc, dans ce paragraphe, j'essaie de comparer les vertus des deux, surtout mettre en avant celle de la théorie consubstantielle. Donc, la critique matérialiste s'attache reproche à l'analyse intersectionnelle de ne pas suffisamment voir que les rapports de sexe sont des relations de production et d'exploitation.
En d'autres termes, l'intersexualité réduirait à l'excès le rôle du monde du travail dans notamment le processus de définition des normes de genre. La différence de perspective donc entre les deux analyses est assez aisément perceptible. L'intersexualité, disons, standard, se penche sur des catégories constituées, alors que la consubstantialité insiste sur le processus de production des classes et donc insiste sur les rapports sociaux. Cette notion de rapport social est évidemment fondamentale. Les analyses féministes matérialistes, donc, il y a différentes variantes là aussi, mais enfin, dans le temps qui m'est imparti, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, cherchent donc à montrer que le rapport social de sexe, le terme est important, implique plus que l'appropriation de la force de travail. Il met l'accent sur la relation d'appropriation physique, sur la dépossession de soi pour les femmes, ce qui a conduit à forger d'ailleurs un terme qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais qui me paraît très juste, le terme de sexage, par analogie avec esclavage. L'esclave ne peut vendre par définition sa force de travail. J'ajoute, et ce n'est pas sans signification, que les violences sexuelles ont, semble-t-il, été dénoncées pour la première fois au sein de la classe ouvrière. J'y suis particulièrement attaché puisque ça s'est passé à Limoges et j'ai fait l'essentiel de ma carrière à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, donc aux usines Haviland, en 1905. Date évidemment très importante, pour d'autres raisons encore. Il y a donc une sorte de radicalité dans l'analyse matérialiste, c'est-à-dire une volonté de remonter aux racines, radicalité, remonter aux racines de la domination, ce qui impose de rendre compte de la pluralité des systèmes qui la constituent. Et le choix en faveur de ce concept de consubstantialité peut évidemment être discuté, ne serait-ce que parce que, évidemment, le terme renvoie à la théologie chrétienne, mais il correspond adéquatement à l'idée qu'il existe une unité de substance entre entités distinctes, dont le concept, encore une fois, de rapport social rend bien compte en insistant sur le fait que ces entités ne peuvent être comprises séparément sous peine de les réifier. Dans un article programmatique, Danielle Kergoat, qui est l'inventrice de cette notion, justifie donc le choix de ce terme par la multiplicité des rapports sociaux et le fait qu'aucun d'entre eux ne détermine la totalité du champ qu'ils structurent. Elle dit clairement, c'est ensemble qu'ils tissent la trame de la société et impulsent la dynamique, ils sont consubstantiels. On comprend les raisons de ces différences théoriques exigent d'être sensible au contexte. Cet aspect est évidemment très important, mais je crois que je suis déjà, je suis à combien là, Gérard? On est à la limite. Je suis à combien? À 15 minutes à peu près. 15 minutes. Bon, alors je passe sur les différences de contexte et je termine très rapidement donc par les avantages, si j'arrive à... Je n'arrive pas à voir le... Voilà, c'est bon. Les avantages d'une analyse matérialiste. Dans la mesure où les rapports sociaux sont variables temporellement, il est préférable de mettre l'accent donc sur les processus et non sur le simple croisement de catégories. L'avantage de ce choix n'est pas seulement méthodologique, il est aussi éminemment politique. Dans l'analyse matérialiste, il n'est pas question d'identité, là encore, Josiane en a parlé, mais de classe et de sujets politiques. Il n'est pas question d'inégalité, mais d'antagonisme, de contradiction. Ce qui ne veut pas dire évidemment que les inégalités sont mises au second plan, mais néanmoins, on insiste sur l'antagonisme, donc sur la lutte des classes en quelque sorte. En outre, l'analyse en termes de rapports sociaux est dynamique et s'oppose donc à la vision photographique de catégories constituées. Enfin, je termine, l'analyse intersectionnelle accorde au prisme de la race un privilège exorbitant, c'est l'objet du livre de Noiriel et de Beau, et dès lors, les discriminations ne sont pas suffisamment perçues comme le produit d'une domination de classe. Bien, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais si j'ai épuisé mon temps, je vais m'arrêter là.
Oui, il y aura des questions qui permettront peut-être d'ajouter des choses. Sans plus attendre, je passe la parole à Sigrid Gérardin, qui doit parler depuis la FFQ, je crois. Bonjour à toutes et à tous. Donc peut-être en introduction de l'exposé, on peut d'emblée dire, je pense que la FSU, mais comme d'autres organisations syndicales, hein, mais Muriel confirmera ou pas d'ailleurs, intègre les questions de domination dans les luttes syndicales. Et on peut observer même que certaines mobilisations antiracistes et certaines mobilisations féministes crantent désormais les agendas syndicaux. Néanmoins, l'intégration de ces rapports de domination dans l'activité syndicale ne s'organise pas de la même façon selon les combats menés, selon les cadres d'intervention, selon le niveau du rapport de force. Ce qu'on peut dire, c'est que si les rapports de force antérieurs ont permis de forcer les employeurs publics à mettre en œuvre des négociations collectives, on le verra d'ailleurs à un moment donné dans l'exposé, le syndicalisme s'empare d'autant mieux des questions féministes et des questions d'égalité, ou du moins imbrique plus facilement dans son activité syndicale comme dans son action syndicale. Alors, je vous propose de donner quelques exemples pour illustrer cette introduction. Si on regarde les événements qui font actualité, on constate un engagement incontestable, généralement des organisations syndicales. Je vais donner 2-3 exemples, hein, sans être exhaustif, mais la FSU, avec d'autres organisations, dont Solidaire et la CGT, on était présentes, par exemple, pour demander un allongement du délai d'avortement. On était présente sur l'allongement du congé paternité. On était présente aussi en solidarité internationale avec les femmes polonaises. Évidemment, on a beaucoup produit ensemble et individuellement aussi sur les violences intrafamiliales pendant le confinement, et on est mobilisé certainement plus fortement encore depuis MeToo sur les violences sexistes et sexuelles et sur les féminicides. Sur les féminicides, ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il y a une participation syndicale de plus en plus étoffée sur cette question. Et on voit aussi des mobilisations locales selon les lieux des féminicides, avec une participation syndicale aussi qui est en train d'augmenter. Donc sur les événements qui font actualité, même si les organisations syndicales ne sont pas toujours et obligatoirement à l'origine des appels, même si elles s'organisent dans des cadres plus larges que des cadres intersyndicaux, elles produisent, elles diffusent désormais des analyses et participent souvent à la construction des appels et des mobilisations et des analyses évidemment. Un second exemple peut-être pour illustrer l'engagement syndical dans les luttes féministes, ça concerne les dates spécifiques. On les qualifie souvent de dates commémoratives. Donc je pense évidemment 25 novembre, la journée internationale contre les violences faites aux femmes, et le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. Alors le qualificatif de commémoratif, je le trouve pas judicieux, car en réalité, pour nous, dans nos organisations aujourd'hui, en 2021, le 8 mars et le 25 novembre sont des étapes. Ce sont des étapes importantes, mais ce sont des étapes qui participent d'un continuum de notre engagement. C'est-à-dire que la FSU ne se mobilise pas comme, je suppose, comme Solidaire, on le sait, hein, ne se mobilise pas uniquement sur ces dates, mais c'est toute l'année, et ces dates sont importantes parce qu'elles permettent une visibilité grâce à un écho médiatique qui aujourd'hui est assez important, une visibilité des questions et une visibilité de l'engagement syndical sur ces questions. Et autre point important, elles sont aujourd'hui l'occasion d'interpeller visiblement les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, depuis quelques années, les pouvoirs publics font des annonces lors de ce 8 mars et lors du 25 novembre. Alors, certes, les annonces ne sont pas obligatoirement ambitieuses, parfois c'est des effets de com', hein, on le sait, mais ces dates sont devenues quand même incontournables de nos agendas et obligent aujourd'hui aussi les pouvoirs publics à s'exprimer. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu plus précisément ce qui se passe le 8 mars, parce que c'est très proche des problématiques d'imbrication des rapports sociaux, le sujet qui nous concerne ce matin. Alors certes, l'histoire comme l'origine du 8 mars sont intimement liées au travail des femmes et à leur présence au sein des organisations.
Du coup, ça implique une position importante des organisations syndicales dans cette journée de mobilisation. Traditionnellement et assez spontanément, lors du 8 mars, nous nous appuyons sur les luttes sociales locales ou nationales pour élaborer avec les organisations féministes les revendications à mettre en lumière, à mettre en exergue particulièrement. C'est comme ça qu'en 2020, le mot d'ordre était évidemment le 8 mars des grandes gagnantes parce qu'on était en pleine mobilisation des retraites. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Et qu'en 2020, dans le contexte sanitaire particulier que nous vivons, ce sont les métiers en première ligne occupés majoritairement par les femmes qui ont constitué la base de nos revendications syndicales et sociales communes. Donc ce 8 mars 2021 a été celui des premières de corvée, avec des actions qui ont eu lieu évidemment devant les hôpitaux, devant les commerces de grande distribution pour exiger, en élargissant des revendications de tous les métiers fortement féminisés, parce qu'on le sait malheureusement, c'est encore vrai en 2021, les métiers fortement féminisés accusent toujours des salaires faibles, des perspectives de carrière très étriquées et des conditions de travail difficiles et précaires. Alors sur le 8 mars, un autre point qui pourrait éclairer le débat, c'est le fait que la FSU comme la CGT et Solidaires ont dorénavant un mandat commun d'appel à la grève. Ce mandat de grève, il est intéressant à analyser car il n'est pas allé de soi. Bon, là, je parle pour la FSU, ça a peut-être été plus simple ou plus compliqué ailleurs, je ne sais pas, mais il n'est pas allé de soi. Ce mandat de grève, il est intéressant à analyser car il confirme une certaine évolution, voire un tournant de l'action syndicale sur les questions féministes. Parce que déjà, il est la preuve que les questions féministes sont portées par l'ensemble des fédérations et des confédérations. On n'est pas sur, il y a eu des grèves de femmes évidemment, à l'appel d'un secteur qui pourrait être très féminisé, mais là, on est vraiment dans une grève féministe où l'ensemble des fédérations, des confédérations s'organisent, se mettent en mouvement sur la question d'égalité et sur les questions généralement de violences sexistes et sexuelles. Et il est intéressant parce qu'il il installe plus ouvertement les luttes féministes dans le champ des luttes sociales. Je crois que Josiane en a parlé tout à l'heure et je suis entièrement d'accord avec elle. Ce mandat de grève féministe impose plus clairement le niveau de conflictualité. Les syndicats aujourd'hui imposent par une modalité traditionnelle du mouvement ouvrier, donc la grève, une responsabilité aux organisations patronales, aux employeurs privés, pour organisations patronales et MEDEF en tête, comme aux employeurs publics, notamment ministres et élus territoriaux. Il leur impose de s'exprimer, de mettre en œuvre des mesures générales et d'apporter des réponses politiques opérationnelles aux revendications féministes. Si ces réponses, certes, ne sont pas à la hauteur, l'intention des syndicats est aujourd'hui très clarifiée par ce mandat. Et les questions féministes, on peut le dire, sont des questions syndicales et même plus généralement des questions sociales. Alors, cette grève, on ne va pas se mentir, il faut continuer à la construire pour qu'elle devienne, on l'espère, évidemment majoritaire. Pour l'instant, ça reste encore trop confidentiel par rapport aux enjeux qu'il y a à mener sur cette question. Et là, syndicalement, on a une responsabilité, on doit encore travailler comment on travaille au plus près des personnels pour montrer, déjà pour une conscientisation certainement plus importante des inégalités professionnelles et comment on porte des revendications, pour le coup, en positif. Qu'est-ce qu'on va porter auprès des personnels sur cette question de l'égalité. Mais en tout cas, même si elle reste encore à construire, elle est un bon exemple, je pense, de l'imbrication des luttes syndicales et féministes. Bon, si nous avons avancé quand même sur cette imbrication des luttes, c'est aussi à mettre au crédit, je pense, de certains cadres. Et je pense notamment à l'intersyndicale CGT, FSU Solidaire, qui est assez emblématique à ce niveau-là. En fait, cette intersyndicale femmes existe depuis 24 ans maintenant. Alors, tous les ans, nos 3 organisations élaboreront à peu près 2 jours de formation sur la base de 4 demi-journées et 4 thèmes qui couvrent très largement des questions sociales et des questions sociétales. Cela peut aller des demi-journées sur femmes et retraite, syndicalisme et féminisme, femmes et sport, femmes et art, femmes et santé, et j'en passe. Et
une chose très intéressante aussi qui se déroule durant ces intersyndicales, c'est que nous y invitons régulièrement, évidemment, les associations féministes, mais aussi, comme nous sommes très attachés à la dimension internationale, nous accueillons aussi des syndicalistes ou des féministes activistes d'autres pays. Je pense à des syndicalistes africaines, je pense aussi aux femmes de ménage grecques quand elles ont mené 2 ans de lutte au ministère de la fonction publique, à des ouvrières tunisiennes et à des femmes mexicaines, etc. Mais cette dimension internationale est très présente. Cette intersyndicale, si j'en parle, c'est qu'elle réunit aussi plus de 400 participants tous les ans. Elle contribue évidemment à nourrir en amont et en aval les réflexions syndicales dans les secteurs ou dans les commissions femmes de nos syndicats, mais beaucoup plus largement, elle permet aussi d'outiller tous les militants et les militantes qui participent sur les enjeux syndicaux que représente l'intégration de la lutte contre le système patriarcal dans les luttes syndicales. Alors, autre point positif, Muriel pourra confirmer, elle contribue aussi au fait de bien nous connaître et de bien connaître nos mandats respectifs et à respecter les mandats de chacune, au moins sur les sujets féministes. Et ça, pour le coup, ça facilite beaucoup les actions qu'on doit mener au-delà des intersyndicales. Je vous donne un exemple assez probant sur ces combats féministes qu'on a menés en commun, c'est certainement celui de la réforme des retraites. En fait, quand on a décidé d'avoir un gros focus, parce que vous vous souvenez qu'Édouard Philippe a parlé de nous comme étant les grandes gagnantes de cette réforme des retraites, tout a été très vite, tout a été évident. Alors, je ne vais pas dire facile, parce qu'il a fallu travailler énormément sur cette mobilisation du point de vue féministe, mais ça a été évident. Et cette évidence, je pense qu'elle est à mettre au crédit de ce cadre unitaire qui existe depuis très longtemps avec cette habitude de travail entre nous. Et donc, lors de cette mobilisation contre la réforme des retraites, très vite, on a construit un meeting unitaire avec les associations féministes, avec les partis politiques aussi, qui a été dès le début un grand succès. Il y a eu un travail commun qui a été réalisé ensuite avec les Rosy d'Attaque, avec les associations féministes, qui fait que le 8 mars 2020 a été une très grande réussite. C'était le 8 mars des grandes gagnantes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est certainement pour la première fois dans l'agenda des mobilisations de l'Interpro, le 8 mars était complètement intégré à cet agenda. Et je pense qu'il va falloir regarder ça aussi de plus près pour que ça a certainement participé de cette réussite. On peut dire aujourd'hui aussi, donc on peut dire aujourd'hui qu'on mesure une réelle évolution dans la prise en charge syndicale des questions féministes, mais on doit dire aussi que cette prise en compte, aussi bien dans ses analyses que dans sa riposte syndicale, n'est toujours pas aboutie. Si elle n'est pas aboutie, certainement, c'est que le syndicalisme accuse toujours un retard sur cette question. Je vais reprendre ce qu'a dit Josiane, le syndicalisme s'est construit sur un modèle très masculin. Et même si la société a évolué, même si le syndicalisme évolue toujours pour faire face aux nouveaux enjeux, il n'en reste pas moins que nous sommes héritières et héritiers de ce modèle. Et surtout, je pense que nous sommes héritiers et héritières aussi des pratiques et des pratiques du syndicalisme. Et en fait, quand une camarade commence à vouloir s'investir dans le syndicalisme, elle est obligée de s'adapter à ces pratiques. Or, on le sait, la vie des femmes est beaucoup plus contrainte et beaucoup plus compliquée. Là, on n'est pas socialisés, hommes et femmes, de la même façon depuis l'enfance. Et du coup, c'est parfois compliqué de s'y adapter. Après, je dis ça, mais j'ai pas de solution obligatoirement, mais un enjeu du syndicalisme, je pense, sera certainement de réfléchir à ces pratiques en interne. En ce qui concerne la prise en charge des mesures, des dispositifs spécifiques. Sigrid, il va falloir terminer assez vite. C'est fini là? C'est vrai? Alors, en ce qui concerne... 2 minutes. D'accord, ok, je vais essayer d'aller vite. Bon, en ce qui concerne la prise en charge des mesures et des dispositifs spécifiques en faveur des femmes dans les négociations collectives, on voit aussi une meilleure prise en charge
des organisations syndicales, de la FSU par exemple, mais là encore, cette prise en charge n'est que partielle. Je prendrai l'exemple des protocoles égalité qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Alors certes, en 2013, ça a été quasiment un non-événement. Aujourd'hui, la fédération prend en charge, mais ça repose encore sur trop peu de camarades et surtout sur des camarades plutôt femmes sur ces questions-là. Je vais certainement... je vais essayer de conclure, je vais sauter directement. Bon, si on sait que donc le féminisme, il y a des enjeux forts, il y a un enjeu de syndicalisation qui est réel. Il y a aussi, on dit aussi que le féminisme, les questions féministes représentent un véritable enjeu de société. On le sait, les inégalités dans le monde, comme en France, sont indispensables pour maintenir en place le système économique ultralibéral et les gouvernements qui servent ce système économique. On le sait aussi, le projet d'égalité entre les femmes et les hommes est considéré comme une menace vive contre les systèmes libéraux. C'est d'ailleurs pour ça que le prétendu soft féministe que met en place le gouvernement profite essentiellement aux femmes diplômées, soit des grandes entreprises, soit de la haute fonction publique, mais ne s'attaque pas aux racines des inégalités. Le constat qu'on fait, c'est bien ça, une absence de politique sur l'égalité professionnelle qui ne s'attaque pas aux racines de l'égalité. Face à ce constat, en conclusion, je pense que le syndicalisme doit évoluer et encore renforcer sa démarche transversale dans les revendications et ses analyses, justement, au niveau des luttes féministes. Prenons l'exemple de la fonction publique, c'est 5,5 millions d'agents et 62% sont des femmes. Quand un gouvernement s'attaque au statut, au salaire, aux carrières de la fonction publique, il dégrade en réalité la vie globale de 3,5 millions de femmes sur le territoire. Et l'inverse est vrai malheureusement, mais ça, ce n'est pas l'actualité. Donc peut-être réfléchir comment, quand on mène une lutte générale, qu'on peut parler générale, comment on montre mieux son impact sur les femmes. Bon, j'aurais d'autres exemples à donner, mais je vais les passer. Je vais conclure rapidement. Si dans nos syndicats, nous combattons les inégalités entre les femmes et les hommes, c'est que c'est évidemment parce que ça fait partie des valeurs que l'on porte, mais c'est parce que aussi nous sommes convaincus que ce combat a une portée hautement sociale et hautement émancipateur. Un nouveau modèle de production ne peut advenir sans une élimination de la domination patriarcale. Et à l'inverse, agir pour l'égalité implique une remise en cause profonde de la domination du capital. Si les syndicats ont beaucoup évolué sur cette question, il reste encore vraiment du chemin pour concrétiser. Alors d'abord pour faire partager nos analyses, pour faire partager nos actions au plus grand nombre. Mais nous sommes convaincus que le syndicalisme féministe est un outil incontournable pour tous les syndicats de transformation sociale. Merci. Merci et désolé d'avoir coupé, mais on a des contraintes. Muriel. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis désolée d'avance, les voisins ont décidé de faire un peu du marteau ce matin, donc j'espère que ça va pas être pénible pour vous. Là, il y a un silence, mais bon. Alors moi, je vais vous parler en fait du rapport entre syndicalisme et les luttes contre le racisme. Avec, on va essayer en 3 parties, ce qui revient aussi à ce que vient de dire aussi Sigrid, hein, et j'abonde dans tout ce qu'elle a dit quand elle m'a interpellée évidemment. D'abord en fait un peu la question du syndicalisme de transformation sociale qui pour Solidaire, mais je pense pour une majorité de syndicats qui ont pris en charge, ont commencé à en prendre en charge cette question, ne peut pas se couper de la lutte contre l'ensemble des dominations. Je referai ensuite
une brève histoire en fait de la prise en charge de cette lutte antiraciste du point de vue des syndicats, parce que ça a commencé déjà dans les années 80. La question aussi de la place actuelle de nos syndicats dans le mouvement antiraciste, qui a pris une ampleur assez importante ces dernières années. C'est une question importante et intéressante, et ça débouche en fait sur ce que j'ai appelé les défis du syndicalisme, à la fois en essayant de montrer quelques exemples concrets en quoi on peut à la fois être sur les questions du travail et sur les questions antiracistes d'une manière très concrète, et qui parle aussi à nos adhérents, pas qu'à nos militants. Donc ça, c'est aussi un défi en soi. Beaucoup d'insuffisance encore dans cette lutte contre le racisme au sein de nos syndicats, et la prise en charge réelle de cette question-là, mais avec aussi l'optique que justement la prise en charge de ces questions-là est aussi un aspect positif pour le développement du syndicalisme en soi et des luttes, alors qu'on parle largement de la crise du syndicalisme. Donc d'abord, dire que le syndicalisme de transformation sociale inclut les luttes contre l'ensemble des dominations, et donc contre le racisme. Ça paraît peut-être une évidence, mais en fait, on a vu, y compris sur les questions femmes, que pendant longtemps, la lutte des classes suppléait tout et devait tout solutionner en quelque sorte. C'est pareil aussi sur, sur les questions de racisme. Donc, il est important de finalement revenir aussi au fait que le racisme en soi est une source d'inégalité, de division des travailleurs et des travailleuses aussi, que ce soit dans le travail, mais aussi dans la société. Alors, souvent, en fait, on a pris en charge les questions antiracistes en disant, voilà, on lutte contre l'extrême droite, et évidemment, c'est indispensable, et on sera encore dans la rue le 12 juin prochain, mais dès samedi, d'ailleurs, dans la manifestation en l'honneur de Clément Méric. Mais l'extrême droite qui porte un projet raciste, évidemment, avec la question notamment de la préférence nationale, c'est une lutte qui doit être prise en charge au nom de l'extrême droite, mais ce projet politique raciste, il ne suffit pas de le combattre et se dire, voilà, on a fait notre travail antiraciste au point de vue des syndicats quand on est dans la lutte contre l'extrême droite. Parce que, évidemment, et c'est là où je pense qu'il y a encore des choses qui sont largement non traitées au niveau des syndicats, les questions de discrimination que subissent les personnes racisées, que ce soit à l'embauche, à la carrière, mais qui a évidemment aussi des impacts sur la retraite. C'est des choses qui sont encore un peu non traitées ou pas assez traitées dans nos syndicats. Donc, c'est aussi une deuxième approche de cette lutte antiraciste qu'on doit prendre en charge. Et il faut rappeler aussi que le capitalisme en soi, en fait, se nourrit d'une main-d'œuvre qui est malléable dans l'insécurité. Et c'est pour ça qu'à la fois, on a parfois le patronat qui ne veut pas qu'il y ait trop de frontières, parce que ça empêche d'avoir une main-d'œuvre malléable qui arrive et qui fait les tâches basses, on dira, ou non qualifiées, alors qu'en même temps, on reste aussi avec des politiques migratoires qui mettent de fait en insécurité un certain nombre de personnes qui sont ensuite à la merci et dans des boulots précaires, etc. Donc là aussi, il y a un combat à mener contre des politiques migratoires, contre des politiques aussi sécuritaires. On a vu ces derniers temps ce que ça a donné, avec les suspicions sur finalement la figure de l'arabe, qui est devenu finalement la figure du terroriste potentiel à tous les échelons, du musulman, etc. Je ne développe pas ici, mais ça veut dire qu'il faut aussi à la fois être sur la lutte contre ce qu'on appelle aussi un racisme d'État ou institutionnel. Voilà. Parce que ce sont ces politiques-là qui ont des conséquences clairement aussi sur la vie de milliers de personnes racisées. Donc, tout ça pour dire que la lutte des classes en soi ne suffit pas.
Il y a bien des spécificités à prendre en charge, hein, et j'ai bien entendu ce qu'a dit Alain Policard, hein, on n'a pas fait ce choix entre, quelque part, de manière explicite au sein de Solidaire, entre intersectionnalité et consubstantialité, mais ce que je viens de dire, en fait, lie complètement lutte contre le racisme, lutte des classes, mais parce que c'est aussi les caractéristiques, je pense, de ce qu'on nomme le syndicalisme de transformation sociale. Alors, les syndicats, en fait, se sont impliqués, des militants se sont impliqués dans les luttes dès les années 80. Il y a eu des luttes, en fait, avec des personnes fortement, enfin, des personnes racisées dans des secteurs, par exemple, comme l'automobile dans les années 80 à Talbot Citroën. Il y a eu des grèves, des luttes où ce sont les personnes racisées qui étaient en première ligne. Donc, il y a eu ces luttes-là importantes. Ensuite, c'est plutôt les luttes dans les années 80, mais aussi en 2008, en 2010, comme tu l'as rappelé, Gérard, sur, voilà, sur les sans-papiers qui ont émergé, et aussi avec des luttes syndicales qui sont plus ponctuelles, mais qu'on voit dans certains secteurs où il y a une majorité de personnes racisées, comme dans l'hôtellerie, le nettoyage. On l'a vu aussi là sur les femmes de l'Ibis Batignolles, ce sont des luttes aussi qui sont gagnantes, il faut aussi le préciser. Il y a aussi des luttes dans les centres d'appel. Ce sont des secteurs où la présence de travailleurs et travailleuses aussi racisés sont majoritaires. Alors, quelle est la place? Donc, il y a eu toujours, en fait, les syndicats se sont impliqués dans ces luttes et ont été des outils à l'émancipation, en quelque sorte, et à la lutte antiraciste à travers de ces luttes-là. Actuellement, en fait, le mouvement antiraciste, quelle est la place du syndicat, des syndicats dans ce mouvement actuel antiraciste? Alors, on a évoqué le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qui a marqué beaucoup les esprits. Le meurtre de George Floyd, encore récemment, a ravivé ce lien entre antiracisme et la question des violences policières. On voit que le comité Vérité et Justice pour Adama a mobilisé en juin 2020 20 000 personnes. Donc, ce sont des luttes massives, hein. Il y a eu aussi la mobilisation des sans-papiers. Ça a été une des manifestations les plus importantes à la sortie du premier confinement, alors qu'à l'époque, on ne savait même pas si on pouvait se réunir, etc. Eh ben, ils ont pris la rue. Donc, il y a aussi quelque chose d'avant-garde hein, dans ces luttes-là. Il y a eu la marche des solidarités à l'automne 2020 qui a traversé toute la France. Donc on voit clairement que, en fait, actuellement, le mouvement antiraciste, il se place sur la question du racisme d'État, c'est-à-dire il se place contre les violences policières, contre justement ces lois migratoires. Et d'ailleurs samedi, là, je vais à toutes aux frontières à Nice, une manifestation qui rassemble des femmes, et sur la question aussi évidemment de ces flux migratoires et des politiques actuelles. La question qu'on se pose par rapport à justement l'émergence ou la montée en puissance de ce mouvement antiraciste, c'est que font les syndicats là-dedans? Quelle place ils peuvent avoir? Alors pour Solidaire, en fait, c'est important de réaffirmer à chaque fois aussi l'autonomie de ce mouvement antiraciste. C'est d'abord les premiers et les premières concernés qui doivent déterminer leur lutte et leur mode de lutte. Quelque part, le syndicat doit rester un outil, même si évidemment il a la place dans des cadres collectifs. Il peut être évidemment et doit être un soutien en fait à la déconstruction du rapport social discriminant et raciste, et on pense que c'est fondamental. Notamment sur la question aussi de ce mouvement antiraciste émergent, et ça a été dit, il se place aussi sur des débats qui créent des polémiques au sein de nos syndicats, parce qu'ils réinterrogent la question de l'esclavage, la question du colonialisme,
la question de l'islamisme. Et ça, c'est clair que avec les lois séparatistes, on a vu qu'au sein de nos syndicats, il y a des débats importants qui débouchent aussi sur les questions de laïcité. Il y a des débats aussi sur les instruments de lutte antiracistes, notamment la question des réunions non mixtes, qui a fait polémique d'ailleurs avec Sud Éducation 93 et la volonté des ministres d'absolument interdire ce type de réunion, alors que ce sont les réunions non mixtes, ce sont des outils qui avaient été complètement admis dans la lutte justement contre le patriarcat et qui sont absolument remises en cause, mais y compris au sein de nos syndicats parfois. Donc ça réinterroge et ça crée aussi beaucoup de débats, des débats qu'il va falloir mener et auxquels on doit s'attacher. Alors, pour une troisième partie, bon, quels sont les défis du syndicalisme en fait par rapport à cette lutte sur l'antiracisme? Alors, petits exemples en fait en positif de ce qui peut être mené ou de ce qui a été déjà mené. Par exemple, au sein de Solidaires Finances Publiques, la question des sans-papiers n'était pas considérée à l'époque comme une question ni prioritaire, ni de fait peut-être légitime par un certain nombre de militants et d'adhérents. Or, en fait, il a été mis en place une campagne qu'on a appelée la campagne Raquette, où en fait on a mis en place des aides aux sans-papiers pour qu'ils puissent déclarer leurs impôts, pour qu'ils puissent bénéficier grâce à ce papier qui attestait en fait de leur travail, parce que évidemment les sans-papiers travaillent, qui attestait de leur citoyenneté et qui attestait du fait que ils pouvaient être régularisés dans les formes. Donc il y a eu notamment des formes d'envahissement de centres de finances publiques avec les sans-papiers, des choses qui pouvaient être vues notamment comme assez violents par les gens qui travaillaient dans ces centres des finances publiques. Mais à chaque fois, en fait, le syndicat a expliqué la démarche, a distribué un certain nombre de tracts et a engagé en fait un travail de terrain, de discussion avec les agents et les agents des impôts qui travaillaient sur place. Et on a vu que cette question, au fur et à mesure, en fait, elle a pris une légitimité totale. Et il y a eu une compréhension et une solidarité aussi des travailleurs et des travailleuses par rapport à la cause des sans-papiers, et parce que ça mettait aussi du sens pour les agents des impôts en fait, par rapport à leur travail en fait, d'être dans le sens de la justice sociale. Il y a eu aussi récemment pour les sans-papiers à Chronopost, où là aussi c'est la dénonciation de contrats de travail et de l'exploitation, qui a permis ensuite une lutte gagnante sur la régularisation d'un certain nombre de sans-papiers de manière assez massive. Donc on a des exemples où en fait, on peut complètement inclure et facilement, je dirais, cette lutte antiraciste dans ce qu'on appelle un syndicalisme plus classique. Après, il y a vraiment un coin qui est sombre, autant pour les luttes, pour la question féministe, la question de l'évolution de carrière, la question des classifications, la question de récolter des données pour justement asseoir les discriminations. C'est quelque chose qui a été intégré dans notre activité syndicale et qui, même si après on a du mal à faire que ça débouche sur des victoires positives, mais il y a quand même eu un travail de fond depuis des années par les syndicalistes, les féministes au sein des syndicats pour porter ces questions. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus personne qui conteste, par exemple, que dans la fonction publique, oui, il y a des inégalités professionnelles dans tous les secteurs, par exemple. Pour autant, sur la question de discrimination envers les personnes racistes, ça reste un angle mort. On peut pas dire déjà quels sont les pourcentages de discrimination, parce que il y a le problème de la collecte des données.
voilà, et de ce qui est légal ou pas de demander quant aux questions des origines. Ça évolue, puisque là, il y a eu un rapport des défenseurs des droits qui assoit un certain nombre de pourcentages dans les discriminations et qui fait même un travail jusqu'à, par exemple, dire en quoi bah voilà, une femme racisée, à quel pourcentage de discrimination elle subit en plus d'une femme blanche, par exemple. Voilà, il y a des choses comme ça qui existent. Mais là, c'est clair qu'il y a encore tout un travail interne à faire et à pousser au même titre que d'autres discriminations qui restent un peu dans l'angle mort, je dirais, quoi. On a vu aussi que, je pense qu'il faut positiver, je ne sais plus qui l'a dit, les luttes antiracistes permettent aussi que justement, sur des luttes, par exemple, contre la loi sécurité globale, l'apport, par exemple, du comité Vérité et Justice pour Adama, leur présence fait que ces manifestations, elles sont aussi réussies. Il y a des mobilisations qui s'élargissent grâce aux alliances qu'on réalise avec des acteurs et des actrices, en fait, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes dans ces luttes antiracistes et beaucoup de jeunes. Donc, c'est aussi gagnant pour l'ensemble du syndicalisme de créer ces alliances, de travailler sur ces sujets-là. Évidemment, ça pose aussi dans l'angle mort, et je vais bientôt conclure, voilà. On ne s'est pas posé non plus, autant on se pose à cause des questions de violences sexistes et sexuelles, de plus en plus les questions de fonctionnement dans notre syndicat, de la place justement des femmes dans le syndicat, etc. La place des personnes racisées dans nos syndicats, c'est pareil, c'est un angle mort. On met en place des formations à Solidaire sur les questions antiracistes, etc. Donc, il y a des choses qui avancent, heureusement. Il y a eu un forum aussi intersyndical sur ces questions antiracistes, donc il y a des choses qui avancent. Mais il y a un travail revendicatif encore énorme à faire. Solidaire aura une résolution sur ces questions-là dans son prochain congrès fin septembre. Et donc, je salue en passant Verveine Angélique qui a énormément travaillé sur ces sujets-là dans Solidaire. Et le mot de la fin, c'est que on a des études, notamment qui ont été faites par des féministes comme Cécile Guillaume et Sophie Pochic, sur des syndicats anglais qui ont justement inclus ces questions de féminisme et d'antiracisme dans leur activité quotidienne. Et la conclusion, en fait, c'est que ça ramène des jeunes, ça ramène des femmes, ça ramène toute une population qu'on ne voit pas. Là, je pense que De Colloque le dit aussi, on ne voit pas de personnes racisées. Donc voilà, c'est vraiment un objectif et puis quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'extension de la lutte, de l'émancipation, mais aussi du développement aussi du syndicalisme. Voilà. Merci. Eh bien, il nous reste exactement 45 minutes pour des questions et des réponses aux questions. Il y a déjà 4-5 questions qui sont arrivées. Je vais en poser les premières. Alors, certaines ne sont pas tout à fait dans le sujet de la table ronde, mais je les évoquerai quand même pour qu'on ne les oublie pas. Il y a une première question qui me semble importante et elle renvoie à un des débats, enfin, qui a été dit hier à propos du travail notamment. C'est le développement du télétravail que nous avons connu dans la période qui touche fortement les femmes et a des conséquences négatives fortes. Je crois que l'auteur de la question parle de patriarcat 2.0, si je me souviens bien. Et est-ce que le syndicalisme a réagi suffisamment fort et suffisamment vite par rapport à cette problématique? Ça, c'est la première question. Il y en a une deuxième qui souligne, en fait, son auteur, Jean-Claude, ne pense pas ça, je crois, mais rapporte le propos. Certains disent les rapports de sexe, oui, parce que les sexes existent, mais les rapports de race, non, car les races n'existent pas. Et d'ailleurs, on peut se demander si la difficulté à prendre en compte les questions de racisme et des personnes racisées, le mot n'est pas neutre, ce n'est pas le mot de race que vient d'évoquer Muriel, n'est pas en lien aussi avec cette question-là.
Une troisième question, bon, elle est un peu développée de Sophie, mais je résume l'idée, c'est face à la loi séparatisme, est-ce que les syndicats se sont suffisamment mobilisés et est-ce qu'ils s'y sont opposés avec suffisamment de fermeté et d'énergie? Enfin, alors il y en a encore une qui arrive. Ah oui, il y en a même plusieurs qui arrivent. Mais j'ai un peu répondu dans l'introduction quand j'ai dit que le débat qu'on avait pouvait se transposer à d'autres formes de discrimination. Quelqu'un évoque la lutte contre l'agisme et les rapports agisme, féminisme, racisme, et quelqu'un évoque à juste titre la question des personnes en situation de handicap. Je propose de faire un premier tour de parole et je vois qu'il y a encore 2-3 questions qui sont arrivées. Je ne vais pas les poser toutes en même temps. On peut prendre peut-être dans l'ordre inverse des intervenants pour, je dirais, chacun choisit ce sur quoi il peut répondre. Vous n'êtes pas obligés, toutes et tous, de répondre à toutes les questions. Muriel, tu veux bien? Oui, alors, certes, les races n'existent pas, mais les discriminations, en fait, sur l'origine, les discriminations envers les personnes dites racisées existent bel et bien. Et ça, on le mesure. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu des études ou des choses qui montrent que on peut pas se cacher derrière finalement cette affirmation qui est juste, hein, qui est complète, mais qui en fait relève aussi de ce qu'on a dit sur l'universalisme, c'est-à-dire que voilà, enfin voilà, je veux dire, c'est un peu comme se dire dans les syndicats, il n'y a pas de problème puisqu'en fait on partage des valeurs, donc on est tous antiracistes, on est tous respectueux des femmes et des hommes, etc. On peut pas se cacher derrière ça, quoi. Voilà. Les discriminations se mesurent avec beaucoup de difficultés sur l'antiracisme, mais elles se mesurent. Donc à partir de là, je pense que les luttes, ce qu'on peut mettre en œuvre est complètement légitime. Sur la question sur la loi séparatisme, et l'opposition des syndicats. Alors, il y a eu un cadre d'alliance, en fait, notamment avec la LDH. Il y a eu des courriers qui sont partis aux députés, aux sénateurs. Certes, il n'y a pas eu de grosse mobilisation sur la question, parce que aussi, c'est une question qui n'est pas facile au sein même des syndicats. Clairement, ça embarque la question de la place de la religion, ça embarque la question de la laïcité, et je pense qu'enfin, je ne sais pas si on est tous conscients là, mais enfin, c'est des questions quand même qui sont difficiles au sein de nos syndicats et qui créent certaines polémiques entre voilà, division entre la laïcité, enfin, je pense on en a parlé déjà avant dans ce colloque, donc il est clair que, par contre, et le travail qu'ont à faire les syndicats, c'est de montrer en quoi cette loi est vraiment quelque chose qu'il faut combattre parce qu'elle concerne les associations, certes, mais derrière, c'est l'ensemble des libertés publiques qui sont en jeu. Voilà, les syndicats ne relèvent pas de la loi de 1901 sur les associations, mais la loi de 1884, mais pour autant, notamment, il y avait un des sénateurs pendant les discussions sur ce projet de loi qui a voulu faire en sorte que les syndicats soient complètement dans ce champ-là. Le contrat d'engagement qui est demandé aux associations et qui est quelque part la condition à notamment l'obtention de subventions, etc., on voit bien quelle dérive ça peut avoir et ça a pu déjà avoir, parce que derrière ces engagements républicains, on y met ce qu'on veut.
Donc, certes, il y a déjà dans les questions dans les critères de représentativité pour les syndicats le respect de principes républicains, mais on voit bien que, enfin, il y a toute une idéologie en fait qui est utilisée par le pouvoir pour justement étouffer tout contre-pouvoir. Et il est clair que malgré les difficultés, il faut continuer à dénoncer cette loi et montrer en quoi justement c'est attentatoire de manière fondamentale aux libertés. Voilà pour un premier, je laisse aux autres un peu de choses à dire aussi. Le télétravail, Sigrid, peut-être. Oui, sur le télétravail, justement. Alors, le confinement a impliqué de fait une généralisation du télétravail, ce qui nous a permis à la FSU d'avoir une vision assez large de l'appréciation du télétravail. Et ce qu'on a vu dans la fonction publique en général, c'est évidemment des différences d'appréciation en fonction des métiers, avec un rejet assez fort du corps enseignant, mais pas un rejet aussi important, parfois dans des collectivités territoriales ou sur des fonctions administratives. Ce qu'on s'est rendu compte dans les raisons du rejet, c'est la difficulté. Ah oui, puis une différence aussi évidemment en fonction de la situation personnelle. Et enfin, ça paraît évident, mais évidemment les familles monoparentales, majoritairement des femmes, qui devaient s'occuper des enfants et télétravailler, ça a été évidemment très très compliqué, et on a même vu une augmentation des RPS au moment du télétravail. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une frontière très compliquée entre le temps personnel et le temps de travail, que en télétravail, généralement, les femmes travaillaient même encore plus. Évidemment, on a pu mesurer aussi les problématiques de violence intrafamiliale, que les femmes étaient évidemment maintenues quand elles sont dans des situations de violence. Elles ne peuvent jamais s'extraire de cette situation et du coup, c'est compliqué. Bon, voilà, donc, mais je redis ce que j'ai dit au départ, on a aussi des appréciations parfois favorables avec la nécessité de cadrer les choses en télétravail. Alors aujourd'hui, sur le télétravail, il y a des négociations au sein de la FSU. Toutes les organisations syndicales ont d'abord négocié un accord de méthode sur le télétravail avant de négocier le fond et ce qui va sortir en fait des négociations, les textes qui risquent de sortir. Et au niveau de la FSU, justement, on a été très attentif à l'impact du travail sur le travail des femmes, et on a fait ajouter dans l'accord de méthode une réflexion sur l'égalité professionnelle, une réflexion aussi sur les violences intrafamiliales en période de télétravail, et puis avec toutes les autres organisations syndicales, évidemment, sur les questions de santé, sur les questions de frais, etc. Donc, sur cette question-là, on est bien en période de négociation, et on a bien conscience qu'il va falloir négocier aussi cette question-là du point de vue des femmes. Je vais m'arrêter là. Merci. Alain Policard, peut-être sur… Oui, oui, sur la question de la race, je veux bien ajouter quelque chose. Oui, la tentative, les tentations, je dirais, d'élimination du mot race du vocabulaire sont évidemment fondées sur l'inexistence biologique dans l'espèce humaine de la race, mais ces tentatives, finalement, sont assez vaines, parce que ce n'est pas en supprimant le mot qu'on supprime les discriminations. Alors, je dirais tout simplement que pour l'antiracisme, la discrimination existe, et face à elle se constituent ce qu'on peut appeler des identités raciales, qui ont une réalité sociale incontestable, et pour le raciste, de surcroît, la race existe. J'ajouterai un point qui n'a pas été évoqué, c'est le fait que ce que j'avais essayé de développer dans mon dernier livre sur l'inquiétante familiarité de la race, c'est que même chez des antiracistes, on voit effectivement ressurgir des volontés à but incontestablement positif, c'est-à-dire de mieux soigner, par exemple, de recréer avec l'analyse du génome des possibilités de, par exemple, dans l'industrie médicamenteuse, de trouver des médicaments qui soigneraient des populations spécifiques. Notamment, ça a été l'exemple célèbre du Bidil, un médicament qui est supposé
soigner les affections cardiaques chez les Afro-Américains aux États-Unis. Ça a été un échec total d'ailleurs, mais néanmoins, il s'agit de trouver une sorte de justice raciale ou sociale par la connaissance de nos origines et donc par l'examen du génome. Ces tentatives me paraissent extrêmement dangereuses, c'est ce que j'ai voulu souligner, parce qu'elles contribuent, elles ont des effets métaphoriques, elles contribuent à installer dans l'esprit l'idée précisément que les races ont une existence réelle, qu'elles ne sont pas des gens superficiels, mais des gens réels. Pour utiliser un vocabulaire philosophique connu que utilisait notamment John Stuart Mill pour distinguer des choses qui avaient une consistance dans la nature et d'autres qui n'en avaient pas, ce qui est le cas de la race. Mais ce qui est important, c'est que les discriminations existent, ça a été dit par Muriel très clairement, et que par rapport à ces discriminations se constituent des identités, des catégories raciales qui ont une réalité sociale incontestable, hélas. Merci, c'était très clair en tout cas. Josiane? Oui, je vais un peu, comment dire, un peu prolonger, puisque beaucoup a été dit. À partir de la question du télétravail, mais en l'élargissant, au fond, et pour emprunter la voie de l'optimisme qui a été donnée par Alain précédemment, qui est la suivante. En fait, au-delà du télétravail, l'épidémie du Covid a révélé toute une série de choses qui montrent pour les femmes les inégalités profondes. Il y a ce qui a été dit que je ne reprends pas, il y a les types d'emplois occupés par les femmes, il y a en même temps leur invisibilisation dans les processus de commentaires de la crise, etc., où en gros, il n'y avait que des hommes qui s'exprimaient, qui écrivaient, que sais-je encore, puisque précisément, la plupart des femmes, donc y compris les chercheurs enfin les chercheuses, si je puis dire, étaient davantage occupées par ailleurs, c'est-à-dire dans tous les emplois. De ce point de vue, peut, avec une vision optimiste qui est la mienne, en travaillant ces questions-là très globalement, faire sortir finalement de la crise ce qui s'est souvent produit finalement dans l'histoire, des éléments positifs en termes de lutte, en termes d'action, en termes de prise de conscience, à condition effectivement qu'on ait un projet pour cela. À mon sens, toute comparaison n'est pas raison, bien sûr, mais on peut en tout cas faire une comparaison de même nature, je veux dire, de la crise qu'a été la Seconde Guerre mondiale précédée parce que l'on sait, il en sort quand même un programme du Conseil national de la résistance qui est tout à fait autre chose. De mon point de vue, dans des conditions tout à fait différentes, sous des formes qu'on ignore, on en est là sur la question, sur cette question-là. Sur la question du séparatisme, c'est effectivement compliqué partout, et donc dans les syndicats. Toute la question est de savoir comment, globalement, on pourrait, le on étant, je crois, très large, c'est-à-dire syndicalement et même avec l'ensemble des mouvements progressistes, pouvoir travailler, non pas toutes ces questions, mais un certain nombre d'éléments pour réagir ensemble. Sans doute faut-il aussi imaginer des formations syndicales sur un certain nombre de questions. Par exemple, on a évoqué là, bien trop rapidement, je l'ai à peine effleuré, Muriel a repris des choses sur la question des immigrés et la question antiraciste dans les années 80, Talbot-Citroën par exemple, qui remarque qui était très juste. Et en même temps, ces grèves d'immigrés dans les années 83-84, autant qu'ils m'en souviennent, sont révélatrices aussi d'un basculement de la gauche, où dès ce moment-là, en fait, la gauche au pouvoir, faut-il le rappeler, assimile
les travailleurs immigrés à des éléments de nature religieuse, je dirais, pour faire vite. Donc, voilà, quelques éléments qui sont, je crois, à travailler et à porter en termes de construction, parce qu'il va bien falloir travailler tous ces aspects-là, c'est-à-dire celui de la bataille d'idées et de l'hégémonie qui nous écrase actuellement et que j'évoquais tout à l'heure sous sa forme confusionniste. Oui, et il y a un mot qui est venu plusieurs fois, c'est le mot de laïcité, qu'on n'a pas explicitement traité dans cette table ronde, pour des raisons de temps et d'organisation, mais qui fait partie, me semble-t-il, du problème. Alors, il y a une question encore qui est venue là, qui interroge les syndicats eux-mêmes dans leur fonctionnement, c'est-à-dire quelles mesures concrètes, en termes de parité dans les instances, dans les délégations, en termes d'horaire des réunions, en termes de garde d'enfants, est-ce que les syndicats prennent pour assurer une égale représentation des hommes et des femmes et permettre aux femmes d'avoir une participation et de prendre toute leur place dans l'organisation syndicale. Parce que si on ne veut pas, dit je crois l'auteur, que le syndicalisme reste une affaire d'hommes, il faut prendre des mesures concrètes et coercitives. Alors peut-être que Sigrid et Muriel pourriez dire comment, dans votre syndicat, vous avez pris les choses, enfin, dans votre syndicat d'organisation, les choses ont été prises, dans le sens qu'il y a des similitudes et il y a en même temps des différences d'approche et ça peut être intéressant de le mettre en lumière. Je ne sais pas, qui veut parler en premier, Muriel, Sigrid? Allez, Muriel. Allez. Alors, on n'a pas de règles au sein de Solidaire de parité. On est en train, pour certaines instances ou pour le congrès, d'essayer d'inclure dans nos statuts des règles qui parlent clairement de parité. Mais ça reste encore un peu compliqué, on dira, pour l'instant, malgré ce qu'on peut penser, parce que par ailleurs, en fait, on a quand même eu une résolution de congrès complètement consacrée à la question des femmes, et notamment aussi par rapport au fonctionnement du syndicat. La disposition statutaire un peu la plus emblématique, c'est celle d'avoir un et une co-déléguée générale qui représente Solidaire. Et effectivement, si on regarde le paysage, alors certes, c'est juste l'iceberg, hein, mais c'est aussi une forme de représentation importante, à mon sens, dans la symbolique. Il n'y a pas de femmes, et il y avait auparavant Bernadette Roison qui était aussi responsable au niveau national, mais actuellement, bah voilà, je suis nouveau la seule, quelque part dans le paysage syndical, à être dans les hautes fonctions entre guillemets, quoi. Ça fait partie des choses qui sont importantes finalement, enfin d'avoir, à mon sens, mis en œuvre l'existence de co-délégués, un homme et une femme. Après, on a des actions concrètes parce que, comme tous les autres syndicats, on a été confrontés aux questions de violences sexistes et sexuelles. Donc là, il y a des plans d'action qui ont été mis en œuvre au sein de Solidaire. Je ne vais pas détailler ici, mais ça a été aussi, je pense, une prise de conscience d'un bon nombre de camarades parce que la question de la parité est importante. Pour les horaires, ça reste compliqué, hein, on ne va pas se le cacher. Mais par exemple, on a une secrétaire nationale qui a des enfants en bas âge, l'ensemble de ses frais de garde sont pris en charge par Solidaire. Ça se décline aussi dans certains syndicats de Solidaire, mais c'est pas non plus partout. Donc c'est pas un impensé, ça reste encore aussi un travail à continuer, mais la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, je pense que ça a bousculé en interne, parce que ça a beaucoup questionné un certain nombre de camarades et notamment des camarades hommes
pour qui finalement un militant c'était quand même un bon camarade, et que quand il y a des accusations graves qui arrivent, c'est compliqué voilà, de distinguer entre, enfin de comprendre que bah non, il n'y a pas de, c'est pas parce que c'est un bon militant qu'il n'y a pas des sanctions à prendre, y compris radicales. Et c'est vrai que ça fait bouger aussi les lignes dans la compréhension de ce que subissent les femmes au quotidien, même si cette question qui est posée là de parité n'est pas sur le même plan, mais ça a permis, je pense, une meilleure conscientisation de la question des inégalités femmes-hommes, et dans le syndicat de la place des femmes. Voilà. Alors, au niveau de la FSU, alors sur l'aspect quantitatif, eh ben, malheureusement, on n'est pas bon, c'est clair et net. Même s'il y a une volonté de la prise en charge des questions de la place des femmes, etc., le bilan, il n'est pas bon, puisqu'on est dans les instances de la FSU autour seulement de 40% de femmes dans les instances nationales. Donc, au dernier congrès de la FSU, on s'est doté d'un mandat contraignant qui va imposer en 2022 la parité au niveau donc du CDFN et du BDFN. Ça, c'est au niveau quantitatif. Mais en réalité, donc ça c'est important, parce qu'on a vu au moment des grands débats de la parité, des lois sur la parité dans les années 90, que ça a vraiment, le fait d'avoir eu un mandat contraignant avait vraiment fait bouger les lignes en politique. Et il est évident que syndicalement, ça va faire bouger les lignes, le fait d'avoir ce mandat. Maintenant, il faut aussi réfléchir au niveau qualitatif. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour donner envie aux femmes de s'investir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les décharger afin qu'elles puissent réellement s'investir dans le syndicat? Alors évidemment, ça pose plein de questions. Muriel l'a dit, il y a la question des violences sexistes et sexuelles, parce que le syndicat n'est pas étanche de ce qui se passe dans la société, et malheureusement, ces questions-là peuvent advenir au sein de notre organisation. Donc on est en train de mettre en place à la FSU une cellule de veille qui existe déjà depuis 2 ans dans un des gros syndicats de la FSU, qui est le SNES. Donc on s'est basé sur l'expérience du SNES pour mettre en place cette cellule au sein de la FSU. La question des frais de garde, elle n'est pas en place au sein de la FSU. Par contre, elle est en place dans beaucoup de syndicats, dans tous les syndicats, dans beaucoup de syndicats nationaux. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que cette question de la prise en charge des frais de garde, il y a très peu de demandes. Et souvent, ce qui est étonnant, c'est quand il y a des demandes, c'est plutôt des hommes que des femmes qui le demandent. Donc, je pense qu'il y a aussi cette question de se sentir légitime à demander des frais de garde. La question du temps des réunions, la question des horaires de réunion, ça reste hyper compliqué. D'abord parce que on sait que le temps militant est un réel problème. On manque toujours de temps militant parce que l'activité syndicale est extrêmement dense. Je vous donne un exemple. À une des dernières réunions du secteur plénier femmes, qui réunit quand même beaucoup de camarades, on a posé la question, on a envoyé comment ça s'appelle déjà, un Google, pas un Google Doc, Framadat. Oui. Non, pour les horaires, pour déterminer les horaires de réunion avec 3-4 propositions. Un Framadat. Voilà, merci Gérard. Un Framadat. Et ce qui est quand même étonnant, parce que c'est pour le secteur plénier droit des femmes, ce qui est revenu, la date où il y avait le plus de monde, c'était un mercredi après-midi. Vous voyez, aussi, on se dit, nous, on essaye de ne pas faire les réunions le mercredi après-midi parce qu'on sait que la prise en charge des enfants est un frein, évidemment, à l'engagement syndical. Et ça c'est revenu. Sur les horaires, on est assez dubitatif, on ne sait pas trop comment faire. Et puis, il y a la question il y a une vraie question de légitimité chez les femmes, qu'on ne se sent jamais légitime dans l'engagement syndical. Et ça, on s'en est rendu compte, plein d'enquêtes, alors des enquêtes sociologiques, mais on s'en rend compte réellement. Et on a mis en place depuis 2 ans maintenant un stage qu'on appelle améliorer la prise de parole des militantes. Et c'est un moment qui va devenir, c'est un moment très important pour les femmes qui commencent à s'engager, les femmes plutôt jeunes, dans le syndicalisme, parce qu'on est entre femmes.
parce qu'on se dit les choses, parce que on travaille aussi à l'amélioration de la prise de parole, et ça nous réconforte, ça nous encourage aussi à oser s'exprimer dans des salles plénières où la prise de parole est toujours plutôt masculine. Donc voilà, on essaye de mettre en place beaucoup de choses. Maintenant, je pense que malgré tout, le mandat qui devient contraignant sera celui qui sera certainement le plus efficace dans les années à venir, au moins en termes de résultats. Paul, je crois, voulait dire un mot, Paul Devagne, président de l'Institut. Oui, donc merci à Muriel et à Sigrid d'avoir à la fois expliqué comment, au quotidien de nos organisations syndicales, nous essayons de concrétiser, de rendre effectifs les idées qui sont partagées par tout le monde, mais donc quelquefois les organisations montrent la difficulté qu'il y a, au-delà des discours, à en faire des réalités. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été évoqué par Muriel tout à l'heure, dont nous n'avons pas reparlé, qui est que si nous voyons bien que nous réussissons malgré les difficultés à progresser sur la question des égalités entre les femmes et les hommes, si nous arrivons désormais à bien mieux lutter, par exemple, contre les violences sexuelles et sexistes, si nous arrivons y compris à prendre des décisions statutaires qui vont amener à des égalités réelles, il y a par contre une question sur laquelle nous sommes aujourd'hui très peu avancés. C'est celle de la présence de camarades racialisés dans nos syndicats, dans nos instances. On voit bien aujourd'hui, par exemple, que la fonction publique est en train sociologiquement de bouger sur ces questions-là. On voit bien sur le terrain que, par exemple, dans le domaine de l'éducation, qui est celui qui concerne fortement la FSU, de plus en plus, nous avons des recrutements qui se font d'agents qui sont, par contre, très très peu représentés localement, mais quasiment pas représentés dans nos instances nationales. Nous pouvons en faire le constat, nous, par exemple, au sein de notre institut de recherche. Et je crois qu'avec la même détermination qui a été celle et qui est celle et qui sera celle de notre combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, il y a là véritablement un chantier que nous devons absolument ouvrir, qu'il faudra évidemment ouvrir avec, je veux dire, toutes les précautions nécessaires pour que nous ne tombions pas dans des réponses qui, en définitive, fabriqueraient l'inverse de ce que nous souhaitons faire. Mais par contre, très franchement, je ne pense pas qu'on puisse en rester à la situation actuelle sans faire preuve d'une véritable détermination sur ce sujet qui fasse que dans nos instances, très très vite, les choses changent et que les exigences que nous portons en termes d'égalité femmes-hommes, nous puissions aussi les porter dans ce domaine-là de l'égalité. Merci, et tu as raison de soulever ce problème qui est assez complexe et qui renvoie notamment à toute la problématique racisée et aussi mesure des discriminations. Je confirme qu'on peut de plus en plus et de mieux en mieux mesurer les discriminations. Il y a des pages dans le dernier livre de François Héran, Lettres, je crois, aux enseignants sur la liberté d'expression, qui le montrent assez clairement. Bon, cela dit, je m'aperçois que je n'ai plus de questions liées à la table ronde. Il y en a deux qui sont, j'allais dire, hors sujet. Il y en a une qui porte sur la Colombie, la répression en Colombie et une position prise, je crois, par le congrès du SNES. Elle a été transmise à Frédéric Rollet qui pourra répondre à la collègue et à la camarade. Et il y en a une autre qui, à mon avis, est apposée plutôt dans la table ronde de cet après-midi, et je la dis pour que, y compris Frédéric, l'intègre, qui, je résume, qui dit est-ce que finalement le commun entre les syndicats, ça ne pourrait pas être la bataille contre les flux financiers et contre voilà, pour une répartition différente des richesses produites. Je la résume peut-être. Voilà, l'objectif politique commun pour le syndicalisme, ça pourrait être alors de remettre en cause la logique d'un marché ultra-libéral non régulé, tant le marché des marchandises que de l'argent. Je pense que c'est une question qui
pourra être traité dans la table ronde de cet après-midi, posé dans la table ronde de cet après-midi, puisque on voit ce sujet. Donc, je n'ai plus de questions. S'il n'y a pas de, je veux bien ajouter de remords, si je peux Alain, oui, pardon. Non, juste une chose, c'est vraiment un détail. Ariane Fiorina me fait remarquer qu'on entendait, lorsque je parlais trop vite, parce que je savais que mon texte était un tout petit peu long, on entendait, au lieu d'entendre intersectionnalité, ce que évidemment j'ai traité, on entendait intersexualité. Elle trouvait que c'était gênant. Je ne crois pas que ça soit très gênant. Je crois que tout le monde aura rectifié. Ça ne peut pas être un lapsus révélateur de quoi que ce soit, me semble-t-il. Mais en tout cas, j'ai bien parlé d'intersexualité, sectionnalité. Et effectivement, quand je parle vite, on entend sexualité. Je vous prie de m'en excuser. Merci. Merci de cette précision. Jean-Michel, tu veux dire un mot? Oui, en fait, deux mots. Le premier, c'était pour faire le lien avec la table ronde d'hier, en fin d'après-midi, sur l'écosyndicalisme. Je suis un des tenants dans l'Institut de recherche de la FSU dans mon chantier de l'écoféminisme. Et je crois que la question du patriarcat se pose comme une prédation à la fois sur la question des femmes, sur la question des hommes, bien entendu, en tant que salariés, mais aussi sur la question de la nature, sur la question des animaux, sur la question de la biodiversité. Le patriarcat détruit, s'approprie, et je crois qu'il y a un lien étroit entre l'ensemble des questions que nous posons dans ce colloque sur l'écologie dans le syndicalisme, sur le féminisme, sur l'antiracisme. Et c'est toutes ces questions, et on voit immédiatement combien ça va être difficile. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On en est conscient, et c'est déjà un grand pas en avant. Maintenant, il va falloir le transcrire dans les faits, et on a entendu, à juste titre, les unes et les autres, expliquer pourquoi c'est compliqué, y compris dans les organisations syndicales. Mais je voulais souligner ce trait quand même qui fait le lien entre la table d'hier et celle de ce matin. Et si nous en avons terminé pour ce matin avec un tout petit peu d'avance… Jean-Michel, je vois que la collègue qui a posé la question en Colombie n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit. Sur la pression en Colombie, on peut y observer la violence du néolibéralisme, ce qui est tout à fait exact, que nous subissons partout. C'est une forme de domination de classe et donc pas de hors-sujet. Je veux bien, on avait dit que le sujet il est déterminé par le titre, mais cela dit, si quelqu'un veut dire un mot, est capable de dire un mot de la Colombie et de la répression en Colombie, évidemment, on peut lui laisser la parole. Je ne sais pas si Frédéric, puisque je vois que Frédéric est à côté de Sigrid, veut dire quelque chose, pourquoi pas? Non, mais très rapidement, parce que au congrès du SNED, qui était un congrès en visio, réduit, on le sait, bon, nous avions fait le choix volontairement de ne pas traiter des questions internationales et notamment de toutes les questions de répression, soit répression syndicale ou plus largement aussi oppression d'un certain nombre de salariés. Or, il y a eu cette motion Colombie, mais alors, elle a été présentée. Mais elle n'a pas été soumise au vote, non pas qu'il y ait eu des divergences de fond sur ce qui était dit, mais parce qu'il y a d'autres pays, si je peux parler de la Birmanie, on peut parler, enfin, on a centré sur une motion Palestine parce qu'il y avait une actualité absolument brûlante et particulièrement scandaleuse et avec une intervention extrêmement faible du gouvernement français sur le sujet, mais c'est tout. Mais il ne s'agit pas encore une fois de dire que ne traitons pas ces questions-là, on les traite évidemment toujours au sein du SNES, à la fois avec l'angle droit et liberté et la vision internationale, mais là, cette motion n'avait pas été débattue aussi dans les congrès académiques, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas été l'objet d'un vote. Mais bien entendu, ça fait partie des formes d'oppression que nous combattons. Merci, c'est clair. Voilà.